Voilà. Hop. Alors, voilà, donc on est sur l'enregistrement maintenant. Donc, je disais, on compte les carbones asymétriques de cette jolie molécule, la leucascandrolide A. Donc, tous les atomes, dans un premier temps, on fait tous les atomes qui ont 4 substituants différents. Donc, voilà le premier, le deuxième, le troisième est ici, le quatrième ici, le cinquième ici, le sixième ici, le septième est ici et le huitième est ici. Donc, on a bien 8 carbones asymétriques. Okay. Et ensuite, il faut rajouter bien, les alcènes qui peuvent être Z ou E. Donc, il y a celui-là, qui peut être Z ou E, celui-ci et celui-ci. Alors, attention, maintenant, il y a quelques personnes qui m'ont trouvé cet alcène-là. Les alcènes cycliques, on en a parlé, les alcènes cycliques, quand ils correspondent à des cycles de moins de, on va dire de moins de 8 à peu près, ou même 10, de toute façon, ces alcènes-là ne comptent pas, parce qu'ils ne peuvent pas être Z ou E. En l'occurrence, cette molécule-là, si vous le transformez, si vous inversez la configuration, vous n'arriverez pas à faire un cycle. D'accord? Donc celui-là ne comptait pas. Donc on a plus 3 alcènes. Ça fait un total de 11 centres stéréogènes. Bon, une question. Alors, une question. Non, je n'ai pas de question. Il y a des questions là-dessus ou pas? Non? Oui, non? Non. Ok. Alors, ça, c'était la question 1. Et la question 2, eh bien, c'était de déterminer en fait combien de stéréoisomères vous pouvez avoir. Alors là, j'ai eu très peu d'erreurs, hein, vous aviez pigé le truc. Donc cette fois-ci, c'est 2 puissance 11 et ça fait donc 2048 stéréoisomères. Ah, on avait eu faux sur ça. On a Ouais, oublié ouais. les. Alors après, si vous m'aviez mis 2 En vrai, puissance... j'ai envie de dire Osef. Ah, ça dépend. alors, si vous m'aviez mis 2 puissance 8, c'est-à-dire 256, ça m'allait hein, quand même. Hein. J'ai pas été méchant là-dessus. Hein. OK? Je vous ai dit, comme c'est moi qui ai corrigé et que moi, je vous avais dit que pour moi, un centre stéréogène, c'est un carbone asymétrique. Donc, moi, j'ai compté bon là-dessus. Par contre, si vous m'aviez... Non, il y a des gens qui parlent. Non, mais ça aurait été bien de préciser dans la question qu'on devait chercher les alcènes aussi. Oui, je suis d'accord. D'accord. D'une façon générale, quand on prend un... Bon, pour le coup, hein, le côté centre stéréogène, je vous dis, il y avait une partie des gens qui n'avaient pas la même définition, dont moi. En fait, ça aurait été un petit peu plus simple auparavant de se mettre d'accord là-dessus. Je suis assez d'accord. En l'occurrence, c'est moi qui avais tort, hein, parce que un centre stéréogène, c'est aussi alcène. C'est un atome ou un groupe d'atomes qui engendre de la stéréoisomérie de configuration. Ça aurait été, à mon avis, plus simple dans ce cadre-là. Voilà, c'est comme ça, c'est 2048 stéréoisomères. Là encore, je répète, hein, je ne vous ai pas compté faux dans ce cadre-là. Donc, la troisième question, qui finalement n'était pas très longue non plus, c'était ensuite de savoir si la bébête, enfin si l'atome là, enfin si l'atome 7, s'il était R ou S. Alors, on commence par comptabiliser, donc on regarde. Ici, sur cet atome-là, eh bien, on a l'hydrogène qui est le quatrième groupement qui est en arrière. D'accord? Donc là, ça ne posera pas de problème. Et ensuite, on va regarder qui est 1, qui est 2, qui est 3. Alors, on a ici le carbone qui est relié directement à un oxygène, premier groupement.
ensuite un carbone et un autre carbone, ensuite un hydrogène. Donc l'hydrogène, il est 4, c'est sûr. Et c'est bien l'oxygène qui est ici qui sera numéro 1. Alors après, il faut dérouler. Donc on a carbone, carbone, égalité. Carbone, carbone, on arrive encore à une égalité. Ce carbone est lié à un oxygène et un autre carbone. Ce carbone est lié à un oxygène et un autre carbone. Donc on arrive encore ici à égalité. D'accord? Ce carbone est lié à ce carbone ici. Et ce carbone est lié à un autre carbone aussi. C'est pareil. Par contre, ce carbone est lié à 1 d'oxygène, 2, 3 oxygènes. Et ce carbone-là est lié à un autre carbone et un oxygène. Donc, c'est clairement celui qui est lié à 3 oxygènes qui va passer devant. Ce qui fait que toute la chaîne qui est ici, c'est la deuxième. Et cette chaîne qui est là, c'est le troisième. Du coup, si on regarde bien, on tourne comme ceci, c'est-à-dire comme pour faire un R. Et comme l'hydrogène est en arrière du plan, c'est le sens normal de lecture, il est R. OK ? Alors, quelquefois, j'ai dû mettre quelques points pour des gens qui avaient à peu près les bonnes, qui avaient les bonnes priorités, mais pas le S. Enfin, qui l'avaient trouvé S. OK ? Et bon, ici, il était R. Dans ce cadre-là, il était R. Bon, après, ce n'était pas l'atome le plus simple à trouver, hein, mais bon, ça permettait de poser une question de stéréochimie dans ce cadre-là. Donc ça, c'était pour l'exercice 1. Et est-ce que vous avez des questions là-dessus? Sinon, je vais passer à la partie exercice 2. Non, ça va? Bon, Frédéric, ça va. Je vais passer sur l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, je vais minimiser ça. L'exercice 2, c'était représenter donc 2. Il s'agissait de représenter les principales formes mésomères du composé suivant. Alors, le composé suivant, donc vous aviez un chlore. Je vais galérer à les dessiner, mais bon, c'est pas grave. C'est N. Vous avez une double liaison ici. Hop. Ensuite, vous aviez une double liaison là. Et vous aviez un groupement NH2. Alors, la première chose qu'il faut faire quand on a ce genre de choses, ce qui est pas mal, c'est de rajouter les doublets qui manquent. Donc ici, il manque un doublet. Ici, il manque un autre doublet. Et ici, il manque 1, 2, 3 doublets. OK ? Dans une première partie de question, on demandait de préciser quels étaient les inductifs, les effets électroniques. Donc, les effets électroniques, on va commencer d'abord par les inductifs. Les inductifs, c'est le long de la liaison. C'est des choses, est-ce que ça a tendance à donner ou est-ce que ça a tendance à tirer? Donc ici, les groupements qui nous intéressent, ça va être ce groupement chlore. Donc il a un effet -I, a tendance à tirer les électrons. Le carbone du nitrile, eh bien, comme il est plus delta, le carbone, parce que l'azote de l'autre côté est moins delta, il va avoir également un effet inductif donneur attracteur -I. Et enfin, l'azote qui est delta moins, eh bien, a également un effet inductif attracteur -I. C'est très classique, hein. À part, là je vais vous l'indiquer sur ce petit groupement ici, à part le CH3, vous ne le demanderez pas hein, celui-là, à part le CH3 ici qui peut avoir un effet inductif donneur, à part des chaînes alkyles, la plupart du temps, la plupart des groupes que l'on a sont des groupes qui attirent, c'est-à-dire des groupes -I. La plupart. Donc ça, c'était l'effet électronique inductif. Alors maintenant, il fallait regarder les effets, préciser les effets électroniques, cette fois-ci mésomères.
Alors pour ça, il faut envisager donc le groupement nitrile comme ça, c'est un groupement -M. Le groupement chlore, mais vous allez voir qu'il ne participe pas, c'est un groupement +M. Et le groupement amine, du fait de son doublet, c'est un groupement. D'accord? Effet électronique, mésomère. Donc là, il y avait un point pour ça, hein, pour bien faire les choses. Alors, ensuite, pour les effets mésomères, on regarde même les corrections. Alors, pour les effets mésomères, je vais avoir plusieurs remarques à faire. Peut-être prendre une autre page. Mais il faut vraiment, vraiment que vous fassiez attention. Et on réinsiste, attention aux flèches. Aux flèches de mésomérie, ça c'est vraiment important. C'est vraiment des flèches où vous avez les deux trucs comme ça. Ne me mettez pas des flèches unidirectionnelles comme ça. Ça, c'est la réaction. D'accord? Donc c'est forcément des flèches comme ça. Attention également, la charge globale est conservée. Okay? Et dans un premier temps, il va falloir repérer le système conjugué. D'accord? Alors, repérer le système conjugué, c'est-à-dire repérer les alternances que vous avez, les alternances que vous allez avoir entre doublet, simple liaison, double liaison, simple liaison, double liaison, simple liaison, double liaison, etc., qui va vous permettre en fait de savoir jusqu'où la mésomérie va s'étendre. Par exemple, le chlore qui est ici, il a un doublet. Donc, doublet, simple liaison, il faudrait qu'ici, il ait quelque chose. Ici, il n'y a rien, d'accord? Donc, le chlore ne fait pas partie du système conjugué. Vous allez me dire, c'était fait pour vous piéger. Mais oui, c'était fait pour vous piéger. OK? C'est pas sympa, mais c'est surtout pour voir, surtout pour voir si vous aviez pigé ou pas le truc. Donc, le système conjugué, on peut le reprendre ici. Donc, on va par exemple regarder, eh bien, vous avez ici un doublet. Ici, vous avez une simple liaison, une double liaison, ça en fait partie. Doublet, simple liaison, double liaison, ça s'alterne, c'est bon. Par ici, ça ne sert à rien, il n'y a pas de double liaison, il n'y a pas de doublet qui va aller. Par contre, ici, vous avez une simple liaison, puis une double liaison, donc ça marche. Et ici, vous avez une simple liaison, puis 3 liaisons, et donc ça va rentrer en ligne de compte. OK? Je vais commencer à faire les formes mésomères, je prends une nouvelle page pour ça. Hop là. Mon truc. Mes formes mésomères, donc on est, voilà. On est dans cette situation-là, donc avec. Alors, CN, on fait bien attention à bien l'écrire hein, pour ne pas se planter. Donc, la double liaison ici, l'autre double liaison ici, la simple liaison là, et NH2 comme ceci. Alors, souvent, le problème que vous avez, c'est comment partir. Alors, de préférence, on l'avait vu en cours, en TD, mais bon, de préférence, il vaut mieux partir du plus M. Alors, il y en a qui sont partis du moins M, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont retiré un électron. On peut y arriver hein, comme ça, on peut y arriver, mais souvent, c'est un petit peu plus le bazar. D'accord? Moi, je vous propose au contraire de partir du plus M, c'est-à-dire finalement ici. Alors, on y va. Donc, il va avoir tendance à donner ces effets plus M. Donc, vous allez avoir cette situation-là.
avec la première molécule, qui va être celle-ci. Cette partie-là n'a pas bougé encore. La double liaison ici est bonne. Donc, vous avez l'azote qui est ici. Son doublet participe et crée une double liaison. D'accord ? Et vous avez enfin un électron qui participait, qui était en séparé entre ce carbone et ce carbone. Cet électron est devenu en supplémentaire sur ce carbone. Ce carbone est donc devenu un carbanion, c'est-à-dire un mont. Alors, on regarde l'azote autour de lui. Il avait bien, un doublet, une simple liaison et deux autres liaisons. Ici, maintenant, son doublet, il l'a partagé avec l'autre atome. Il y a donc perdu un électron. Cet azote, il est plus. C'est bon, ça, ou pas? Oui. OK. Donc, après, il faut continuer. Donc, pour continuer, on regarde un petit peu. Ici, vous avez votre charge moins. L'idée, c'est de la délocaliser. Hein. Donc, plutôt que de revenir en arrière, on va revenir. Parce on pourrait revenir en arrière, parce que je vais le faire avec une couleur verte là. Si je fais ça, je reviens directement en arrière. D'accord? On ne va pas faire ça. Au contraire, on va essayer d'aller vers la gauche. Et donc, ce moins-là, on va la positionner entre cet atome de carbone-là et cet autre atome de carbone-là. Du coup, cet atome de carbone ici, donc ça veut dire qu'on va donner l'électron à l'autre atome pour créer cette double liaison. Du coup, ici, on va récupérer cet électron supplémentaire, cette fois-ci, sur le carbone qui est là. Ma flèche n'est pas terrible. OK. Alors, on a donc cette nouvelle forme mésomère où vous allez avoir le chlore de CN comme ceci. Le carbone ici est négatif. Ici, vous avez une double liaison. Ici, vous avez la simple liaison. Et le groupement NH2 avec sa double liaison. Comme je l'ai dit auparavant, il faut vérifier qu'à chaque fois, vous avez bien la charge globale qui est la même entre la molécule de départ et la molécule que vous avez à chaque instant. Ici, la charge globale, c'est 0, il n'y a pas de charge apparente. Ici, si vous avez un plus, vous avez un moins. Ici, vous avez un plus, vous avez un moins. La charge globale reste la même. En d'autres termes, il n'y a pas de disparition d'électrons. C'est bon? Donc, on va continuer encore. Donc, on pourrait revenir en arrière. Je vais le faire avec la position verte. Hein. Avec la position verte, on reviendra en arrière. Mais on va au contraire, on va aller vers l'avant et on va utiliser l'effet -M du groupement cyanure, du groupement cyano, nitrile. Donc, on a le moins qui va se positionner ici. Et le carbone qui ne peut pas avoir 5 liaisons, bien, va dégager une de ces doubles liaisons, cette fois-ci sur l'azote, qui va devenir négatif dans ce cadre-là. Et donc, l'autre forme... Ah, passe. Longtemps que je n'avais pas fait de tablette graphique, j'ai un peu perdu la main. Hop là. Donc, la molécule que vous avez ressemble à ça maintenant. Cette partie-là n'a pas bougé. Donc, NH2+. Et ici, vous avez bien votre carbone et votre azote qui est comme ceci. OK? Et là encore, on pourrait revenir en arrière, tout simplement en réalisant ce système-là, et vous reviendriez en arrière pour reprendre les choses. D'accord? Est-ce que ça va, ça? Donc, là, il y avait 2 points sur cette partie-là. Toujours faire attention aux charges. Toujours faire attention à bien repérer. Donc, c'était tout l'intérêt de repérer les éléments plus M, moins M. De préférence, il vaut mieux partir du plus M, je vous dis. C'est beaucoup plus simple.
même si on y arrive, hein, par l'autre système, on y arrive. Et puis ensuite, bien faire attention à bien mettre les bonnes flèches et à ce que les charges partielles, globales, en fait, soient les mêmes au début et à la fin. Ça va, ça? Alors évidemment, en correction, c'est toujours, enfin, quand j'étais étudiant, c'est toujours pareil. Une correction, c'est toujours simple. C'est quand c'est à nous de le faire que c'est pas forcément évident. D'accord? Est-ce que ça va, tout ça, avec j'en profite de faire une pause. Non, c'est bon? Oui, oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Eh ben, écoutez, de toute façon, vous l'avez. Sur les copies, j'ai essayé d'être un petit peu explicite parce que, évidemment, pas forcément évident. On va repartir donc sur, c'était toujours dans l'exercice, le même exercice 2. On va repartir cette fois-ci sur, eh bien, sur la série, sur différentes séries qu'il fallait faire. Donc, il y avait une série de carbanions, de carbocations et une série de carbanions. Alors, j'étais assez content parce que j'ai trouvé que c'était assez bien réussi dans la globalité. Donc, vous aviez bien celui-là. Oh la vache, c'est pire. Attendez, je vais essayer de faire d'abord un cycle. J'aurais dû préparer mon truc, hein, comme ça j'aurais eu juste à remplir les choses. Hop. Qu'est-ce qu'on a en commun sur tous les trucs? On en commun ça sur tous les trucs. Et donc ensuite, hop. Alors, on avait ce composé là, avec un plus. On avait celui-là. Alors, celui-là, il avait deux groupements. Voilà. Moche que ce que je peux faire. Voilà. Toujours avec le plus au milieu. On avait le troisième. Donc, le troisième, il avait des groupements fluor de tous les côtés. Voilà. Celui-ci, on va dessiner pour moi. Celui-là, comme ceci, et alors, donc, celui-ci, il avait les doubles liaisons là, et dans le séribenzène, et celui-ci, c'est la même chose. Ok. Alors, le plus c'est ici, le plus c'est ici, le plus c'est ici. Ok? Bon. Alors, dans ce cadre-là, dans comment l'exercice était présenté, donc il fallait un petit peu repérer qui est classé donc par stabilité croissante, donc du plus stable au moins stable. Alors, j'ai bien apprécié parce que la plupart du temps, vous mettiez au moins une petite explication de qui est stable dans la logique. C'est quand même appréciable. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est les nommer de gauche à droite. Alors, bah, allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, eh bien, il fallait repérer un petit peu ce qu'allait les séparer les uns les autres. Dès le départ, on peut voir déjà que le 5 et le 6, eh bien, le 5 et le 6 allaient avoir des effets mésomères. OK? Alors, le 5, on peut le faire sur le 5, tout simplement. Attendez. On peut s'amuser à faire les effets mésomères du 5. Ça sera
assez vite fait. Donc, tout simplement, on l'a déjà vu ensemble, mais la double liaison ici peut s'ouvrir pour aller se positionner dans ce cadre-là. À ce moment-là, vous allez avoir cette situation-là. Je vais enlever, changer ici, comme ceci. Puis, tout simplement, la double liaison qui est ici peut revenir ici. Dans ces cas-là, vous allez avoir la charge plus qui ne va pas rester ici, mais qui va se positionner cette fois-ci en parrain de la molécule. OK. À partir de là, on va pouvoir encore dégager ce système-là, obtenir une autre molécule. Mais bien, et là, on va récupérer. Bon, je n'ai pas d'effet miroir, donc je ne vais pas pouvoir le faire en effet miroir. Monsieur, Et on est obligé de faire de montrer à chaque fois les effets mésomères? non, non, non. En l'occurrence, c'était le petit bingo. Si vous m'aviez mis effet plus M, ça m'allait. Ça allait très bien. Ok. OK. Non, 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 mais j'entends bien, hein. Bon, là, j'ai un petit peu de temps, donc c'est pour ça que je le fais. Et puis, voilà, je fais durer le plaisir. Non, non, mais blague à part, dans ce cadre-là, on n'était pas obligé, effectivement, on n'était pas obligé d'aller jusqu'ici. Et en soi, pas forcément une mauvaise idée, hein, parce que on n'a pas toujours le temps de faire ce genre de choses, quoi. Donc, Ok. pour arriver ici, et puis à la fin, on récupérait donc la molécule de départ, tout simplement, en tournant comme ceci, et on obtenait donc le truc de départ. Pardon. La molécule de départ comme ceci. D'accord. OK. Donc, c'était juste histoire de présenter les effets mésomères. Une autre façon de faire, c'était simplement de dire, bah, ici, vous avez un effet plus M. Ici, vous aviez un effet plus M ici, plus M ici et plus M ici. Ça allait vous aider. Sur cette molécule-là, vous aviez un effet inductif donneur plus I, qui est constitutif en fait. Et il y en a quelques-uns qui m'avaient mis ce système-là. Très bien. Ici, sur cette molécule-là, vous aviez un plus I ici, un autre plus I ici et un troisième plus I ici. Donc, I plus I et celui-là, simplement deux effets plus I. Et enfin, le dernier, donc c'était le fluor. Le fluor est fortement électronégatif. Il tire donc à lui, hein, il a un effet moins I. Il en avait 3, effet moins I. Du coup, bah, à la fin, moins I, moins I, moins I. Et donc, à la fin, en global, on avait plutôt un effet moins I qui était représenté en fait sur la charge du carbocation. Ça, vous l'aviez repéré, hein, pour tout vous dire, vous l'aviez repéré que le 3 serait le moins stable. Donc, en termes de stabilité, eh bien, on avait 3 qui serait moins stable que lequel? Que le 4, qui n'avait qu'un seul effet inductif. On voyait un effet inductif, deux effets inductifs, trois effets inductifs. Donc, le 4 était... Donc, ici, on est sur le moins stable, hein, sur le 3. Hein. Ici, on est sur le 4, qui est un carbocation plus stable que le 3, mais moins stable que le 1. Lui-même moins stable que le 2.
Alors, le 2, c'est un carbocation qui est tertiaire. Donc, les carbocations tertiaires sont toujours beaucoup plus stables. Et puis après, on arrivait au 5. Le 5, on aurait presque pu faire ça, hein. Le 5 est beaucoup plus stable cette fois-ci. Et le 6, là, c'est grandiose parce que il a un grandiose, c'est un peu fort, hein. J'ai bien conscience qu'on n'est pas dans ce genre d'esthétisme, mais bon, peu importe. Donc ici, l'effet mésomère du benzène, c'est quelque chose de très fort. Ici, il fallait bien se souvenir que phé, c'était phényl, ça voulait dire 3 benzènes. Donc là, on a 3 effets mésomères, c'est bien celui-là qui est le plus stable de l'autre côté. D'accord. Avec toujours cette règle que l'effet mésomère est toujours plus imposant que l'effet inductif. OK? Bon, ça va? S'il n'y a pas de questions, je passe à la deuxième partie. La deuxième partie, eh bien, c'était sur une série de carbanions. Donc, on avait ce carbanion-là. Donc là, pardon. Ce carbanion-là, avec son négatif ici, on va dire le 1. Le carbanion suivant, qui était beaucoup plus simpliste. Et enfin, ce carbanion-là, simplement avec une double liaison. OK, donc 1, 2 et 3, avec le moins. Alors, j'espère que ça ne vous a pas troublé. On indiquait un doublet aussi. C'est normal, hein, dans les carbanions, ils ont un doublet, hein. J'espère que ça ne vous a pas perturbé, ce petit doublet. Je me suis posé la question. Là aussi, ça avait posé débat au niveau entre nous. C'est est-ce qu'il fallait rajouter le petit doublet, est-ce qu'il fallait mettre le moins. Pareil, il y a eu des collègues qui ont fait une crise de nerfs parce qu'il fallait que le moins soit entouré. Et personne ne s'est posé la question que le fait que vous alliez avoir à recopier le casque Android. Vous voyez, donc on ne se pose pas forcément les bonnes questions sur où est-ce que vous alliez avoir des difficultés. Oh, bon, on n'est pas parfait, hein. On le vit bien, ne vous inquiétez pas. Donc, on continue à regarder en fait cette molécule-là. Alors, cette molécule-là, on est dans le cadre des carbanions. Donc, dans le cadre des carbanions, si on peut le prendre en inverse du carbocation, le carbocation, il a envie d'être, on va dire, très ramifié, d'accord, encombré, si vous préférez, tertiaire. Le carbanion, lui, c'est l'inverse, d'accord. Donc, il y a des choses qui ne vont pas l'aider. Ça va être les effets inductifs, par exemple. Les effets inductifs plus I qu'on va avoir ici de chaque côté, ça va le favoriser nulle part. Mais ce n'est pas ça qui va vraiment les différencier sur les molécules, en fait. C'est plutôt que dans certains cas, il va y avoir de la mésomérie, dans d'autres cas, il ne va pas y avoir de mésomérie. Alors, je dois dire que ça, franchement, vous l'avez bien vu. C'est-à-dire que, enfin, pour la plupart, vous avez bien vu que ici, j'ai du mal à faire mes flèches, hein. Vous aviez bien vu qu'ici, il y avait la possibilité de faire ce genre de choses. Qu'ici, vous aviez la possibilité également. Non. Qu'ici, vous aviez la possibilité également de faire ce genre de choses. Et même que là, c'était encore plus loin, parce que vous pouviez aller jusqu'ici. D'accord? Donc ici, l'effet mésomère est plus étendu. Il est plus étendu que 3 pour vous ayez ça. Ici, vous n'aviez pas d'effet mésomère. Donc la conclusion était assez simple dans ce cadre-là. Le moins stable de tout ça, c'était finalement celui-là, c'était le 2. Le 2, donc il est le moins stable. Et donc, il est moins stable que lequel? Que le 3. Et il est lui-même moins stable que le 1 étant le plus stable. Okay. Alors, je vous ai dit, hein, ça a été plutôt bien réussi au niveau de vous.
Bon, après, c'est peut-être pas simple non plus, mais a priori, à moins que vous ayez des questions, ça, pour moi, ça n'a pas posé trop de problèmes là-dessus. Il y a des questions ou pas là-dessus, ou je passe directement au troisième? Non, ça va. Ça va? Bon, eh ben, on y va alors. On va au troisième. Alors, le troisième exercice, en fait, c'était celui-là qui était plus long, ça c'est sûr. Il était plus long. Là encore, on s'est posé, enfin, voilà, on n'a pas. Il y a certains trucs auxquels j'avais pas heurté que vous alliez tomber dans ces erreurs-là, mais j'ai vu plusieurs erreurs dont on va parler. Et il était un petit peu compliqué il était un petit peu compliqué celui-là. Après, il correspond aussi, bien finalement, il correspond à la dernière partie du cours, hein, les dernières parties du cours et même des parties qu'on n'a pas faites en présentiel. Donc, j'ai bien conscience que c'est pas forcément évident pour vous d'avoir ça. Mais bon, je vais essayer juste de faire. J'ai un petit peu de bruit de fond là, donc je vais faire juste un petit peu taire deux, trois trucs. Excusez-moi, mais il y a l'école à la maison, comme on dit, et c'est un petit peu compliqué. Bref, donc la première des réactions, c'était Na3, la première en haut à gauche, hein, DMF, 0 degré. Alors, on vous posait plusieurs questions. On vous demandait de donner la structure du composé obtenu. On va le faire à la fin, en précisant le nom de la réaction. Donc, il fallait vraiment donner le nom de la réaction. Il fallait détailler le mécanisme. Et il fallait indiquer s'il y avait un composé majoritaire et si les composés formés, c'était optiquement actif. Et dans le cadre des éliminations, il fallait préciser la configuration des alcènes. OK? Donc, il y avait pas mal de choses à faire. D'abord, la réaction. Alors, la réaction, on est dans des dérivés halogénés, on a des nucléophiles, donc on va entendre parler de substitution nucléophile et élimination. Donc, on peut essayer de repérer un petit peu le nucléophile. Ça, on l'avait fait en TD, je crois que ça doit être un des derniers TD qu'on a fait. C'est de l'acide, c'est non de, oh, ça y est, de l'azoture de sodium. Et en fait, c'est Na+, N3-, avec un plus au milieu. D'accord? Et donc, le nucléophile, eh bien, c'est lui. OK? Alors, on est dans le cadre d'un dérivé halogéné, un brome. Vous allez voir qu'on va pouvoir lui faire toutes les réactions possibles et imaginables. On regarde, je vous l'avais dit, on regarde un petit peu le solvant qu'on peut avoir. On a un nucléophile, a priori, ce n'est pas une base. L'azoture comme ça, il n'y a pas l'air, en tout cas, même si vous n'avez pas forcément beaucoup de culture là-dessus, mais il n'y a pas de raison que ce soit particulièrement une base. On est dans le cadre d'un solvant, DMF. Alors, le diméthylformamide, je vous avais donné sa formule, mais ce qu'on sait, c'est que c'est un solvant polaire aprotique. D'accord? Donc, ça sent bien la SN2. Et ce qui nous indique qu'on est dans la SN2, c'est qu'on ne chauffe pas. 0 degré, on ne chauffe pas. Donc, on est dans le cadre d'une SN2. OK? Est-ce que ça vous pose problème? Il y a des questions là-dessus ou pas? Il n'y a pas de questions. On va déjà regarder le mécanisme des SN2. Donc, ça fait partie des choses qu'on a vues en cours. En fait, on a une attaque directement sur le carbone qui porte l'halogène, donc le carbone qui porte le brome. Et alors, on fait une flèche comme ceci parce qu'on va attaquer par derrière le dérivé halogéné. D'accord? Donc, c'est vraiment une attaque par derrière avec ce qu'on appelle l'inversion de Walden. Dans ce cadre-là, on obtient quoi? Eh bien, on obtient le composé suivant.
avec cette fois-ci, vu qu'il arrive en arrière, le N3 va se retrouver ici. Et on peut indiquer qu'on a du brome moins et du Na+ de l'autre côté. D'accord? La structure du composé final, c'est celle-ci. Le mécanisme, on fait bien attention. Le mécanisme, c'est comme ça, c'est le nucléophile qui arrive par derrière sur le carbone et le dérivé halogéné qui s'en va. D'accord? Donc là, on a bien mis le mécanisme, on a bien mis la réaction, on a bien mis le composé qui est ici. Dernière question, c'était, puisqu'on n'est pas dans le cadre d'une élimination, il n'y a pas de la configuration des alcènes, il faut indiquer maintenant si ce composé-là, s'il est optiquement actif ou s'il n'est pas optiquement actif. Alors, un composé est optiquement actif si c'est un composé qui est chiral. D'accord? Ici, on a un composé qui est chiral, il est donc optiquement actif. OK? Est-ce que vous avez des questions sur cette réaction-là? Non? Oui? Non? Non, moi, c'est bon. Bon, bah alors on avance. L'autre Monsieur, réaction. Pardon? Oui? l'inversion de Walden, elle se fait que sur... Que sur la SN2. Oui, mais elle se fait que sur l'atome, enfin, là où il y a le Br et le N3, ou elle se fait aussi sur l'autre? Non, elle se fait uniquement sur le carbone qui porte les dérivés halogénés. En fait, D'accord. si, si on fait un mécanisme un petit peu comme ça, donc si on a, attendez, je vais essayer de le faire comme ceci. Donc vous avez le carbone qui a le brome comme ça. J'essaie de le faire dans le bon sens. Ici, vous avez cette partie-là que je vais appeler R. Ici, en arrière du plan, vous allez avoir l'hydrogène et en avant du plan, vous avez le CH comme ça. En fait, le N3-, il va arriver de ce côté-là et en même temps qu'il arrivera, le brome va partir. Si bien que le composé que vous allez avoir, entre les deux, il va ressembler à ça. Vous avez le N3 comme ceci, avec une espèce de pseudo-liaison qui est en train de se former. Il est en train d'arriver, le brome est en train de partir. Vous avez ici le R qui est là, ici le CHO qui est là, et le N qui est comme ça, avec ce système qui est plan. Presque un truc à 5 liaisons hein, au niveau du carbone. Vous voyez, c'est quand même assez compliqué, mais c'est vraiment une espèce intermédiaire. On appelle ça un état de transition. On n'isole pas, c'est pas comme un intermédiaire réactionnel, hein, état de transition. En fait, c'est même, si vous vous souvenez, j'ai fait ça en cours, si vous vous souvenez en termes d'énergie, on est en train de monter très haut, et en fait, ici, là ce qu'on est en train de dessiner, c'est le plus haut en énergie, c'est celui-là. Hein. Puis après, on va redescendre en énergie pour arriver, eh bien, l'autre partie. Cette fois-ci, vous avez le N3 qui est comme ceci, le carbone comme cela, le R qui est ici, le CHO et le N qui est en arrière. Donc on a fait un petit peu cette espèce d'inversion parapluie, c'est-à-dire que c'est un peu comme quand vous avez un parapluie, le CH3, il peut être vu comme un parapluie que vous avez mis contre le vent, qui est passé dans l'autre sens, les baleines sont retournées dans l'autre sens. C'est ça l'inversion de Walden. D'accord? Donc l'inversion de Walden, c'est cette inversion-là, hein, c'est uniquement pour la SN2, on va voir pour la SN1, pas du tout le même mécanisme. Uniquement pour la SN2 et uniquement sur le carbone qui porte le brome et pas autre chose. Qui porte le brome, le chlore, l'iode, etc., mais pas autre chose. D'accord? C'est bon? C'est bon. Oui.
Ouais, c'est bon. D'accord, ok. Ouais, je suis désolé, hein, je vous demande, mais c'est- c'est assez perturbant pour moi. Je ne vous vois pas là, en l'occurrence, parce que vous me voyez, je pense. Moi, je ne sais pas ce que vous voyez en fait, mais c'est pas très grave. Mais c'est un peu perturbant quand même. Ok, alors on y va. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. J'enlève. Pardon. Et j'enlève. Ok, donc nous sommes à la deuxième réaction. La deuxième réaction, eh bien, on faisait réagir. Pardon. On faisait réagir dessus, eh bien, CH3, COO, dans du CH3, COOH à 5 degrés C. D'accord? Alors, CH3CONA, c'est quoi? CH3CONA, vous le connaissez très bien, hein, c'est l'acide acétique, l'acide éthanoïque, hein, tout simplement, avec de l'acétate. Prenez du vinaigre, mettez un peu de soude, vous avez ça. D'accord? Simple que ça. Clairement, c'est pas une bonne base. Ok? C'est pas une bonne base, c'est pas une base forte, ça on est sûr. Donc le côté élimination, il est mal parti. D'accord? Le côté élimination, il est mal parti parce que c'est pas une vraie base. Ensuite, 5 degrés. Alors 5 degrés, je sais pas pour vous, mais 5 degrés, c'est pas chaud, hein. Enfin bon, juste à titre d'indication, votre frigo, c'est 4 degrés. D'accord? Donc bon, on est dans le frigo. Donc on est à froid. Pas à froid. Donc ça sent mieux les substitutions que les éliminations. Et enfin, ici, le solvant, là, finalement, c'est ça, c'est H3COH, c'est le solvant. Eh ben, vous avez un OH. Donc, en fait, c'est un solvant qui est protique. Bon, si on fait le bilan nucléophile plutôt que base, d'accord, nucléophile plutôt que base, basse température, donc ça veut dire substitution nucléophile, dans un solvant protique, bon, bah, il n'y a pas tellement de choix, on est dans le cadre de la SN1. C'est bon ça? Alors, si c'est bon, bah, on va faire la première étape de la SN1. La première étape de la SN1, c'est tout simplement le brome qui s'en va. Dans ce cadre-là, on va obtenir cette fois-ci un intermédiaire réactionnel et pas un état de transition, un peu pointu au niveau des comparaisons, mais ce n'est pas exactement la même chose. Vous avez cette fois-ci un carbocation comme ceci. D'accord ? Ça, c'est la première étape du mécanisme. La deuxième étape du mécanisme, vous savez que c'est une réaction qui se fait en deux temps, eh bien, c'est le CH3CO- qui va ensuite eh bien, attaquer le carbocation. Alors, quand il attaque le carbocation, il va faire ce composé-là. Hein, et donc, on va avoir, je reviens après, ce petit composé-là. Mais il peut également attaquer de l'autre côté. Sachez qu'un carbocation, c'est plan. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous voyez ma tête, mais comme c'est plan, on peut attaquer par le haut ou par le bas. Il y a 50% de chance de chaque côté. Donc, s'il attaque par le bas, et bien, du coup, il obtient ce composé-là. Voilà. On va voir cette fois. OK? Alors, au niveau des proportions, il y a autant de chances d'attaquer en haut que d'attaquer en bas. Donc, on avait bien deux composés avec 50% de chances de chaque côté, 50% de probabilité d'obtenir l'un et l'autre. D'accord? Donc, voilà les deux composés que vous aviez en conditions équivalentes. J'insiste sur un tout petit point là, parce que j'ai vu énormément dans les copies. J'étais cool parce que voilà, j'ai vu pas mal de gens qui faisaient des trucs comme ça.
peu importe. CH3, COO, comme ça. Alors, attention, 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 parce que là, on est un peu cool. CH3, COO, ça veut pas. Dit comme ça, on a l'impression qu'il y a une liaison entre ce carbone-là et ce carbone du CH3. Et ce n'est pas le cas. Il vaut mieux le positionner directement sur l'atome que vous aviez. OK? D'accord? Monsieur, Ouais. moi, quand j'ai regardé ma correction, vous m'avez corrigé, j'avais écrit mélange racémique 50-50, vous me l'avez barré, vous m'avez dit non. Ouais. Donc, j'ai pas compris pourquoi. Alors, je vais revenir là-dessus. Parce Ok. qu'effectivement, ça c'était évidemment. Je comprends la revendication. Je vois bien la revendication. Ne t'inquiétez pas. Alors, en fait, la question à la fin qui se posait, c'est est-ce que vous avez un mélange 50-50, est-ce que vous avez deux énantiomères, hein, qui sont les deux énantiomères en mélange 50-50. Dans ce cadre-là, vous avez un mélange racémique. Sauf que ici, vous n'avez pas deux énantiomères. Du fait qu'il y a un autre carbone, ici et ici, vous avez deux diastéréoisomères. Diastéréoisomères. Ça veut dire qu'on peut utiliser que le terme mélange racémique quand c'est des Ouais, énantiomères, du coup. Mais non, ok. ouais. Ok, je savais pas, parce que du coup, j'ai quand même dit que c'était des dias, mais je savais pas que c'était pour Ouais, les. j'ai Ok. dû vous mettre un truc quand même. J'ai pas, quand j'ai vu Oh, les si, points. si, sûrement, je me rappelle plus, mais c'est juste, du coup, ça m'a perturbé. Mais ok, D'accord, du coup. d'accord. Non, mais pour qu'on soit tous d'accord là-dessus, c'est bien de revoir ça, hein. Normalement, le mélange racémique, c'est que pour des énantiomères. Mélange de deux énantiomères, image miroir l'un de l'autre. D'accord? Et là, en l'occurrence, eh ben, le mélange, il est optiquement actif. Pourquoi le mélange, il est optiquement actif? Eh bien, parce que ce n'est pas le mélange de deux énantiomères, mais c'est le mélange de deux énantiomères, donc le mélange est optiquement actif. Ils ne sont pas images l'un de l'autre. Enfin, c'est pas tiré par les cheveux, parce que c'est la réalité, c'est un peu trompeur, en l'occurrence, là-dessus. Du fait qu'il y a un autre carbone asymétrique, bah, ça crée justement cette ambiguïté et qui fait que vous avez des diastéréoisomères, deux diastéréoisomères, et donc le mélange total, c'est un mélange vraiment qui par le coup, est optiquement actif de deux molécules chirales. OK? Bon, vous êtes nombreux à m'avoir mis mélange racémique, ce qui en soi, c'est pas un mauvais réflexe, hein, parce que dans les SN1, la plupart du temps, c'est ça, hein, la plupart du temps, c'est ça. Mais en l'occurrence, c'est pas le cas ici. De la même façon, vous auriez pu mélanger, si une aparté, je fais une petite aparté, si vous aviez une molécule comme ceci, voilà, un truc comme ça, je vais mettre ça, avec un chlore ici. Non, c'est une très mauvaise idée. Parce que, voilà. On imagine que vous avez cette molécule-là avec un chlore. OK. Et puis, on va mettre des conditions de SN1. Justement, on va mettre de la flotte avec, on va mettre juste de l'eau, hein, tout simplement. De l'eau et à 0 degré. Voilà, enfin, de l'eau à 0 degré, c'est pas futé. Et à 4 degrés, ça sera mieux, parce que l'eau à 0 degré, ça gèle. D'accord? Bon, donc l'eau, voilà, l'eau, c'est le nucléophile. À la fin, on va faire, dans un premier temps, on va faire le carbocation. OK. Et ensuite, donc on est dans le cadre d'une ESN1, hein. Et ensuite, ensuite, on va avoir le OH. On va lui rajouter un tout petit peu d'OH-, comme ça, il n'y aura pas de questions à se poser. Donc, le OH- qu'on a mis ici, il va pouvoir attaquer par le haut, il va pouvoir attaquer par le bas. D'accord? Le composé, vous allez obtenir deux composés, ceci et ceci, soit le OH vers le haut, soit le OH vers le bas. Ce n'est pas un mélange racémique parce que de toute façon, du fait de la symétrie des deux groupes qu'il y a ici, c'est en fait les mêmes molécules que vous ayez là-dessus. En fait, ici, vous obtenez une seule molécule. Du fait de la symétrie.
Là, si je vous pose une question comme ça, je suis à peu près certain que la plupart me diraient que c'était un mélange racémique. Or, bah, voilà, comme la molécule, elle n'est pas chirale, elle n'est pas du tout chirale, il n'y a pas du tout d'énantiomère. Dans ces cas-là, on n'a qu'une seule molécule qu'on obtient du fait de la symétrie. D'accord? Donc, c'est des petits pièges comme ça, enfin des petits pièges. C'est des petites astuces qu'on peut obtenir comme ceci. C'est ça? Je vous rajoute un peu de perturbation. C'est pas très sympa. Bon. Bon, s'il n'y a pas de questions, de toute façon, ça c'était une aparté. S'il n'y a pas de questions, je continue encore sur l'exercice. Hein, on va passer donc à la partie droite, gauche-droite. Hein. Là. Donc, j'ai repris ma molécule qui est ici. J'enlève mes flèches. Hop, j'enlève ces flèches-là. Ah, je suis habitué. Incroyable. On va enlever le vert. On n'enlèvera pas le vert, on va faire avec. Alors, on reprend. Donc ici, on avait KOH, de l'eau et du reflux. Alors, qu'est-ce que ça nous indique? KOH, c'est quoi? KOH, je vous en ai parlé, c'est ce qu'on appelle de la potasse. D'accord? C'est K plus OH-. Alors, clairement, c'est une base. Ça peut servir aussi de nucléophile. D'accord? Ça peut servir de nucléophile. H2O, donc on le connaît, celui-là, c'est un solvant. D'accord? C'est un solvant polaire, donc jusqu'ici, ça va. C'est un solvant protique. Okay? Et enfin, reflux. Alors, c'est quoi le reflux? Eh bien, c'est, en fait, on fait chauffer à ébullition. D'accord? Alors, quand on fait un montage à reflux, je ne sais pas si vous avez fait ça en TP. Voilà, je crois que c'est encore pire que pire mes dessins. En fait, vous avez ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Vous avez une espèce de Oui, on l'a fait. Pardon? On l'a fait. Ah, bah c'est bien. Donc, vous avez de la flotte qui passe comme ça, hein, qui s'en va comme ça, avec un espèce de tourbillon à l'intérieur. Il y a plusieurs méthodes. Là, ici, puis on chauffe en dessous. Alors, généralement, on ne chauffe pas avec une flamme. Maintenant, on chauffe avec un espèce de bain-marie. Et puis, bah, voilà, ça reste un reflux. Donc, c'est ça. Un reflux, clairement, ça veut dire on chauffe. Une base, même si KOH, quelquefois, vous pourrez le voir dans des réactions, ça pourrait être un nucléophile. Le OH- pourrait être un nucléophile. L'exemple de la page d'avant, c'était justement un exemple où le OH- était le nucléophile. Mais bon, ça reste une base. On est dans du protique, donc du solvant polaire protique. Donc, on va sur du SN1 ou du E1. On est un reflux. Donc, puisqu'on a un reflux, on chauffe. Il n'y a plus vraiment d'ambiguïté. On est dans le cadre d'une élimination et on est dans le cadre d'une E1. Alors, quelle est la première étape? La première étape de ce système-là, c'est très simple. C'est tout d'abord, on va créer le carbocation, qui est ici. Voilà. Et donc, on va créer le carbocation qui est ici. Et ensuite, on va éliminer. Eh bien, on va ensuite éliminer un hydrogène. Alors, attention, on n'enlève pas, dans le cadre d'une élimination, on n'enlève jamais d'hydrogène sur le carbone, mais un hydrogène qui est situé en alpha, c'est-à-dire qui est situé à côté. Donc, c'est là où moi j'ai eu une surprise. Donc, vous avez bien un hydrogène qui est ici. Et effectivement, il y a un hydrogène de l'aldéhyde qui est ici. Alors, un hydrogène d'aldéhyde, ça ne s'enlève pas, d'accord? Donc, vous allez me dire, vous ne pouviez peut-être pas savoir, mais clairement, ouais, cet hydrogène-là, il fait partie de la fonction aldéhyde, on ne peut pas du tout l'enlever. Ça sera uniquement un hydrogène d'alkyle qu'on pourra enlever. Donc, uniquement celui-ci qu'on pourra enlever. C'est bon, ça? Donc, dans ce cadre-là, la deuxième partie de la réaction, eh bien, c'est l'action de la base qui va prendre cet hydrogène-là
et ce doublet-là qui va revenir ici de façon à créer eh bien, cet alcène-là, comme ceci. OK? Alors, il reste une dernière chose. Ici, vous avez une simple liaison entre ce carbone qui porte la charge plus et ce carbone ici qui porte l'hydrogène qui correspond à l'alcène qu'on va former. Donc, dans ce cadre-là, à partir du moment où vous avez une simple liaison, on peut tourner autour et changer de conformation. Donc, dans ce cadre-là, vous pouvez avoir cette conformation qui se crée, où vous allez avoir cette fois-ci, alors attendez, je vais le mettre comme ceci, et en arrière du plan, celle-ci. D'accord? Et donc, dans ce cadre-là, je ne vais pas y arriver. Dans ce cadre-là, on va mettre l'hydrogène. OK. J'essaye de voir si c'est correct ce que j'ai fait. Non, ce n'est pas correct. L'hydrogène est en arrière du plan. Moi, je le fais à la main. J'aurais mieux fait de le préparer avant. Moi, que je l'ai sur les corrections. Non, je ne l'ai pas sur les corrections. Non, attendez. J'ai l'air malin. C'est comme ça. Copier. Ah, non, l'hydrogène est en arrière du plan. Je vais y arriver. Alors, hop là. On a comme ça, dans le plan, celui-ci qui est en avant du plan et l'hydrogène qui est en arrière du plan. D'accord? Alors, on peut avoir cette situation-là, et dans le cadre de cette situation-là, la base OH- va arracher l'hydrogène qui est ici, apporter le doublet, et on va obtenir cette autre alcène qui cette fois-ci aura le CH3 ici et la partie éthyle de l'autre côté. D'accord? Alors, vous avez autant de chances l'un de l'autre, donc vous allez avoir 50% de celui-là, 50% de celui-là. Autre chose, j'ai vu dans les copies, quelquefois, des choses comme ça, avec un alcène et un truc en arrière du plan, qui restait en arrière du plan, et le carbone qui était ici. Attention, quand on a un alcène, on est dans le cadre du groupement AX3, d'accord, en VSEPR, ce qui veut dire qu'en fait, le système, il est plan. Donc, du coup, si le système est plan, on n'a pas de raison de les avoir en arrière du plan. Donc ça, c'est incorrect. Excusez-moi une seconde. J'ai des gens qui s'amusent à côté de moi. Désolé. Allez, on y va. On va dehors. Voilà. Pardon. Alors, je reprends. J'arrive pas à ça. Je reprends. Donc, on va ensuite, eh bien, il fallait ensuite donner la configuration de chaque alcène que vous aviez. Alors, ce n'est pas extrêmement compliqué. Ici, on a le groupement 1. Vous vous souvenez, on prend chaque carbone, on fait les règles CIP, donc groupement 1, groupement 2. Groupement 1 ici et groupement 2. Donc ici, on a l'alcène qui est E. Alors qu'ici, je le fais en vert. Ici, vous aviez, en mettant l'hydrogène, il est 2, 1 ici, 1 ici, ici, c'est N et Z. D'accord? Alors, dernière question, est-ce que le mélange est optiquement actif? Clairement, à partir du moment où vous avez des alcènes, hein, vous n'avez plus de carbone asymétrique, vous n'avez plus de molécules qui sont chirales. Les molécules, elles sont plus chirales ici. Hein. Il y a un plan de symétrie dans n'importe quel alcène. Donc, vous avez perdu la chiralité. Le mélange n'est pas optiquement actif. D'accord?
Est-ce que ça va, ça? Alors, je vous encourage à vraiment revoir donc, les éliminations. C'est la partie qui a été un petit peu plus compliquée, un peu moins bien réussie. Après, je pense qu'effectivement, comme l'examen, vous avez enfin, le DM, vous l'avez trouvé un peu long. C'est vrai que cette partie-là était longue et était peut-être longue et ça arrivait peut-être sur la fin. Je continue. Monsieur, Oui. pourquoi le H au moins ne pouvait pas attaquer l'autre H qui est au niveau de la double liaison avec le O? Alors, c'est un aldéhyde Celui-là. et donc l'hydrogène de l'aldéhyde fait partie de la fonction aldéhyde. C'est uniquement des hydrogènes d'alkyle qu'on arrache. Ah, d'accord. D'accord? C'est uniquement des hydrogènes d'alkyle qu'on arrache et pas celui-là. OK? En plus, à la fin, vous vous retrouviez avec un carbone bizarre. Bon, il n'y avait pas de truc. C'est bon? Alors, je continue sur le dernier. Donc, le dernier, c'était. J'ai encore mon truc. Hop. Je galère à enlever les trucs. Hop. Hop. Voilà. Alors, le dernier, bon, on avait fait la SN1, on avait fait la SN2, on avait fait la E1. Tu es à peu près sûr qu'on allait se retrouver avec une E2. OK. Alors, une élimination de type E2, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut une base forte. D'accord. Il lui faut un solvant polaire aprotique et de la température. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On avait TBUOC. Alors, souvent, c'est pas très grave, mais souvent, vous m'avez oublié le T. C'est vrai que dans l'énoncé, il est il est mis un petit peu en hauteur, en exposant. Bon, ça ne changeait rien, hein, parce que de toute façon, ça ne changeait rien. C'est terbutyle. Ça, terbutyle, c'est ce système-là, là. C'est ces 4 carbones qui sont positionnés comme ça. Et vous avez donc un O-, et ensuite le potassium plus en face de lui. Donc ça, clairement, c'est un alcoolate. Alcoolate. Et ça, c'est des bases fortes. OK? Base forte, on a tendance à penser que ça va être du O2. Et c'est même un très mauvais nucléophile dans le cadre du terbutanol. Pourquoi c'est un très mauvais terbutanolate? Pourquoi c'est un très mauvais nucléophile? Parce qu'il est clairement très encombré, il aura du mal à s'approcher de n'importe quel dérivé halogéné. Par contre, pour faire des éliminations, son caractère basique va être très intéressant. Ensuite, eh bien, on avait du DMSO. Donc, le DMSO, diméthylsulfoxyde, c'est un solvant polaire aprotique. Et puis, on était à reflux, donc à chauffer. Donc, clairement, il n'y a pas d'ambiguïté ici. C'est une E2. Et d'une façon générale, pas grand monde s'est trompé à ce niveau-là. Alors, comment ça fonctionne une E2? Et c'est la chose la plus importante, c'est qu'on a une attaque anti-périplanaire. C'est-à-dire que vous allez avoir, en un seul coup, vous allez avoir celui-ci qui va attaquer l'hydrogène, qui lui-même va se déplacer ici et qui va faire en un coup dégager le brome, en un seul coup. Sauf que pour ça, il faut être sûr que vous ayez le brome et l'hydrogène qui est attaqué qui soient en anti. D'accord? Le H et le brome en anti. Alors, comment on fait pour arriver à ça? Soit on tourne la molécule, d'accord? Soit on tourne la molécule pour arriver à ça. Donc, pour tourner la molécule, je crois que j'avais quelqu'un qui m'avait contacté pour ça. Donc, soit vous tournez comme ça la molécule. Donc, il faut tourner uniquement ce carbone-là. En tournant cette molécule, vous arriviez à ce positionnement que j'ai fait un petit peu auparavant avec l'hydrogène en arrière et le CH3 qui est ici, qui est en avant. OK? Et donc là, vous pouviez faire le TBUOC comme ça, là, TBU-
Et puis l'attaque, je vous dis, c'est histoire de mettre le mécanisme, se fait comme ceci. OK? Et donc, on obtient cet alcène et uniquement cet alcène. Le CH3 est ici. Et celui-là est comme ceci. Et c'est bien l'alcène Z qu'on obtient. Alors, ce n'est pas toujours simple de voir comment il faut tourner la molécule. Donc, moi, ce que je propose souvent, c'est de passer par une projection de Newman. Quand on passe par une projection de Newman, on voit donc le carbone qui est ici, qui est devant vous, eh bien, il a en haut le groupement aldéhyde CHO. Hein, je fais la projection selon l'axe de cet atome 1 à 2. Le brome est comme ceci. Dans ce cadre-là, l'hydrogène, qui est cet hydrogène qui est là, se situe ici. Puis on regarde ensuite le carbone 2. Le carbone 2, on voit que ici, vous avez l'hydrogène. Ici, vous avez le CH3. Et en bas, eh bien, vous avez le CH2, CH3, c'est-à-dire le groupement éthyle qui est comme ceci. Alors, il faut maintenant repositionner les atomes de façon à avoir eh bien, le brome et l'hydrogène en anti l'un de l'autre. Ici, ils ne sont pas en anti, d'accord? Alors, on bouge un atome ou un autre atome, peu importe. Le plus simple, c'est peut-être l'atome du bas, donc il va falloir tourner comme ceci. Le CH3 va venir ici, et le groupement éthyle à l'autre conformation, qui est la suivante. Donc, le premier atome, l'atome 1, pardon, l'atome 1 n'a pas bougé. Par contre, sur l'autre atome, eh bien, vous avez cette fois-ci le groupement éthyle qui est comme ceci, CH2, CH3. Le groupement, le groupement CH3 comme ceci. Et enfin, non, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Convaincant ce que je suis en train de faire. J'ai mis, donc, l'hydrogène est là. L'hydrogène est là. Le CH3 est là. Et le groupement éthyle est ici. Et donc, cette fois-ci, les deux groupements et hydrogène et brome sont en anti l'un de l'autre. D'accord? Et donc, vous allez vous retrouver, eh bien, après, quand vous aurez éliminé, vous aurez cette situation-là, c'est-à-dire donc, soit vous redessinez la molécule et vous allez obtenir cette molécule-là, d'accord? Ou alors vous la voyez directement comme ceci. Vous la voyez directement comme ceci au niveau de l'alcène. Et bien obtenir l'alcène comme ça, avec ici, en fait, on aplatit ces carbones-là, l'éthyle et le CH3 ici, bien l'alcène Z. Alors l'avantage de passer par cette méthode, l'avantage qu'il y a, c'est que obtenir, quand on a bien placé la rotation, obtenir le bon alcène, c'est assez enfantin. Ici, c'est beaucoup plus simple de faire la rotation. Par contre, obtenir l'alcène à la fin est un petit peu plus compliqué. Donc, la situation intermédiaire, quand on ne le sent pas, c'est de faire la rotation en Newman, de revenir à cette projection-là, et ensuite de faire l'alcène comme ceci. D'accord? Donc, on y arrive comme ça, sans problème. Est-ce que ça va ou pas? Alors, à la fin, hein, on obtient un alcène, un seul alcène. C'est tout l'avantage du E2, hein, un seul alcène. Et il n'est pas optiquement actif, tout simplement parce que c'est un alcène et qu'un alcène, ce n'est pas optiquement actif. Est-ce que ça va? Monsieur, Oui. est-ce qu'on peut retenir, si on veut garder la forme de crâne, est-ce qu'on peut retenir que quand on a, par exemple, le BR, il est à l'avant
et ben, celui qui sera en anti sur l'autre carbone, ce sera en arrière. Oui, oui, oui. D'accord. Ça marche. Pour les voir, si vous voulez les voir en entier, c'est ça, hein, sur Cram. Hein. Sur Cram, c'est exactement ça. Faut être en arrière de l'autre côté. Quoi. D'accord. Marcher. Bon, donc voilà cet exercice-là. En termes de points, en fait, par molécule, enfin par réaction, il était long. Hein. C'est vrai qu'il était long ce dernier exo. C'était quoi Vous allez avoir en fait hein, le corrigé. Le corrigé global, vous allez l'avoir. Donc il y avait un point par structure. Enfin, pardon, il y avait un point pour la structure qu'il fallait trouver. Il y avait aussi un point sur le nom de la molécule, de la réaction. Il y avait 2 points sur le mécanisme. D'accord? Donc pensez bien à ça. Et puis il y avait un point sur la configuration des alcènes et si les composés sont optiquement actifs. Ok. Donc voilà. Après, je ne vous ai pas posé la question, mais vous avez dû recompter vos points. Je ne pense pas m'être trompé. Mais bon, une erreur est toujours possible dans ce cadre-là. Il n'y a pas grand-chose. Je sauvegarde peut-être. D'abord, est-ce qu'il y a des questions? Oui, non? Non, non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok. Bon. Eh bien, je vais juste enregistrer ce tableau. Hop là, renommer. Page DM. Je vais l'exporter en PDF. Alors, je ne sais pas si vous. Ah oui, ça, je voulais vous poser la question. Tac, 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 je vais vous poser cette question-là parce que au début, j'ai mis un répertoire avec toutes les copies. Je ne sais pas si vous avez vu ça. J'ai mis un répertoire avec toutes les copies et finalement, avec toutes les copies, j'ai pu à la fin vous les positionner de façon individuelle. Je ne sais pas si vous avez vu dans Moodle. Et donc, normalement, vous avez dû accéder à vos fichiers, à vos copies de façon individuelle. C'est pour éviter en fait de filer les copies à tout le monde. Parce que, techniquement, vous étiez capable de regarder la copie du voisin. Bon, ça pose pas d'énormes problèmes a priori, mais parce que je sais que vous le faites de vous-même, donc je pense pas que ça posait énormément de problèmes. Mais voilà, il est dans un premier temps, il n'était pas possible de le faire. Ensuite, on a modifié un truc sur Moodle pour pouvoir vous déposer individuellement vos copies. Donc, j'ai enlevé l'accès de tout le monde à toutes les copies. Mais bon, je pense pas que c'est posé des gros problèmes de confidentialité dans ce cadre-là. Ok, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, ça va s'arrêter là. Moi, je vais arrêter peut-être le partage. Si vous n'avez pas d'autres questions, moi, je vais arrêter le partage, mettre le partage en pause. Arrêter le partage. Donc voilà pour la fin du cours. Vous retrouverez ça, donc je vais vous le mettre sur Moodle, sur YouTube après. Si vous avez des insomnies, regardez ça. Non, mais surtout si vous vouliez re-regarder certains trucs. Je vous remets également le PDF là-dessus. Et puis, j'ai rien d'autre à vous dire. Si vous n'avez pas de questions précises, pas grand-chose. Il n'y a pas d'autres TD de prévus. Si vous avez des questions comme certains l'ont fait, sans problème, vous pouvez toujours me recontacter par mail. D'accord? Essayez de ne pas me recontacter le 20 même parce que ça va être un peu compliqué. Mais bon, vous savez toujours ça comme possible.
Autre chose, vous avez beaucoup d'examens du coup à passer dans tous vos examens de chimie en fait doivent être faits dans cette période-là ou c'est assez dispatché? C'est sur Curiosité. les 2 semaines prochaines et Ouais. après, on a un oral la semaine encore d'après. D'accord. Et l'oral, c'est de la première session alors? Ouais. Oui, oui, c'est pour le projet d'anglais, de chimie en anglais. Ah oui, d'accord. C'est ça. Chimie en anglais. Ok, ok. Ouais. Sinon, le reste, ça va être par du format Moodle, comme on a fait, j'imagine. Il n'y a pas Oui, 36, oui, oui, ça va être pareil. ouais, il y a pas 36 solutions aussi. Il y a pas... Ok. Bon, bah écoutez, je Monsieur, sais. Ah, monsieur, oui. Ouais. Ah, bah, vas-y, vas-y, vas-y. l'examen, il va durer combien de temps? Euh, bonne question. Bonne question. J'ai pas la réponse. À mon avis, on est sur du 2 heures, hein, je pense. Vous voyez comment ça s'appelle mon écran là? Non. Non. Bon bah ça va, alors je peux ouvrir. Regarde si là, parce que j'ai des collègues qui ont déjà envoyé des sujets, donc je vais Euh, regarder, mais je pas encore fini. Officiellement, il y a marqué que c'est de 13h30 à 16h30. Ouais, je pense que c'est un peu officiel, mais je pense qu'on va pas être. Ouais, ça risque d'être ça, hein. Là, je regarde. Ouais, je pense qu'on sera plus sur du 2 heures que sur du 3 heures. Mais le temps de poser de faire les scans et de poser aussi sur Moodle. Ouais, 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 on prend ça en compte. On prend ça en compte. On prend ça en compte. Après, le truc à corriger, enfin, c'était pas très très long non plus à faire, hein. C'est vraiment la molécule de départ. Bon, après, faut essayer, effectivement, il faut essayer de scanner en temps et en heure, hein. Essayer de ne pas se faire déborder par ça. J'avoue, hein, ça demande une maîtrise un petit peu plus complexe encore là-dessus parce que bah, il faut être sûr en temps et en heure. Il faut d'abord pouvoir s'isoler, ensuite, ce qui n'est pas forcément évident pour vous, et ensuite, en temps et en heure, pouvoir repérer, se laisser du temps pour pouvoir faire le scan et pouvoir envoyer ça. Donc, pour tout vous dire, on prévoit, je suis en train de rechercher où est-ce que j'ai vos têtes. Enfin, maintenant, je pas. Donc, on prévoit normalement un quart d'heure pour faire ça, le scannage. Un quart d'heure scannage dépôt sur Moodle. Ça me paraît pas impossible à faire en un quart d'heure. Voilà, on en est là. Après, moi, par exemple, je le fais sur mon imprimante. Et là, par exemple, une copie double, ça Ouais. prend quand même du temps parce qu'il faut faire 4 scans, puis il faut changer, etc. Il faut mettre Ah, sur vous faites sur votre l'ordinateur. imprimante, d'accord. Vous scannez, c'est-à-dire vous parlez du scannage, hein. Vous scannez sur votre imprimante, c'est ça? Oui. Donc sur votre téléphone portable. Ok. Ouais. Ouais, ouais, mais bon, vous pouvez aussi essayer de vous entraîner un peu avant, parce que, à mon avis, ça vaut le coup de s'entraîner avant. Moi, enfin, j'en fais pas mal de scans comme ça va assez rapidement. Franchement, je trouve qu'un quart d'heure, c'est énorme, mais voilà, après, c'est à voir, quoi. Mais après, quoi qu'il arrive, vaut mieux envoyer les trucs en retard que rien envoyer. Ça, c'est sûr et certain. Mais on était parti sur un quart d'heure. Ça vous paraît tous dingue de faire ça en un quart d'heure? Non? Oui? Bah, moi, je sais que j'ai pas mal de problèmes de réseau, donc pour Oui, il y a le ça DM, j'ai aussi. un peu galéré parce que le fait de, je sais pas si tout le monde s'était connecté au même moment sur Moodle pour l'envoyer ou pas, mais j'ai pas mal stressé parce que j'arrivais pas forcément à mettre mes fichiers sur Moodle ou quoi, mais après, voilà, un quart d'heure, ça peut se faire, mais j'aimerais bien, moi, personnellement, avoir un peu plus de temps pour être sûre. D'accord. Moi, je peux rien vous promettre. Je remonte cette information-là, c'est tout. Je remonte juste l'information. C'est pas que moi qui décide. C'est pas que moi qui décide là-dessus. Mais oui, oui. Après, le problème qu'il y a, c'est que
Ce qui est embêtant, c'est que si on met plus de temps, on va avoir plus d'aléas en fait entre les gens, quoi. Donc, il y avait des logiques aussi de collègues qui voulaient, pour éviter ça, qui voulaient vous faire que du QCM. Et moi, le QCM, franchement, d'expérience, et pour ceux qui ont fait PCE, enfin PACES, s'il y a un truc qui plombe les étudiants, c'est bien le QCM. Par contre, ça avait des avantages parce que l'avantage qu'il y a, c'est que a priori, vous maîtrisiez le temps, mais du coup, on aurait fait un QCM en temps réduit. Donc, on a préféré partir sur ça. Par contre, on ne peut pas vous donner une journée complète pour rendre un truc, quoi, parce que là, c'est plus l'examen, quoi, derrière. Vous prenez un petit peu l'idée, quoi. Ok. Bon. Je remonte le fait que ça vous a paru difficile en temps et en heure de faire ça. De faire ça. OK? Bon. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Ouais. Oui, c'était pour savoir si c'était sur l'examen sur tout le programme, y compris nomenclature, Ouais. ou comme on a déjà été évalué dessus. Non? Ok. Ouais, tout le programme. C'est le principe d'un partiel, en fait. Mais ouais, non, c'est tout le programme. C'est tout le programme. Après, la nomenclature, indirectement, on en fait toujours un petit peu. Et après, la stéréochimie, quand on fait quoi qu'il arrive, tout se tient, quoi, je veux dire. Tout se tient. C'est clair qu'on va, à un moment ou un autre, on posera la question s'il est R, il est S. Ouais, si aussi, si le sucre, il est L ou D, peut-être un Fischer ou un truc comme ça. Mais bon, voilà, quoi. Il y aura forcément un truc de ce genre-là, quoi. Ouais, l'idée, c'est quand même ça aussi, hein. C'est quand même, normalement, il devrait y avoir qu'un seul examen. Donc, en fait, on fait un partiel, mais bon, il y a ça. Et puis après, il peut y avoir aussi de la loi de bio pour le pouvoir rotatoire d'une solution. Tout ça, on a fait, hein. Et du mésomère, on en fait. Les intermédiaires réactionnels, on en fait, etc., quoi. Tout ça, on en fait. Ok. Bah, si c'est bon pour vous, je vais arrêter. D'une part, je vais arrêter l'enregistrement. Et puis, bah, je vais vous souhaiter bon courage pour la suite. D'accord? Plein de bonnes Merci. choses pour la suite. Et puis, bah, si on ne se revoit pas, on se reverra, hein, parce que vous êtes étudiant en chimie. Je pense qu'on va se revoir à un moment ou à un autre. Sachez que moi, je fais soit du L1, soit du M2. Donc, moi, j'ai vraiment les deux extrêmes au niveau des enseignements. Je fais surtout du M2. Donc, si on se revoit qu'en M2, il y aura eu du temps de passer. Bon, en tout cas, je vous souhaite bon courage pour tout ça. Puis, si jamais vous avez besoin, on peut toujours voir par email dans ce cadre-là. D'accord? C'est bon, je vous dis au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Et puis, bah, bon courage. Au revoir. Merci.